On la voit partout, tout le temps. L'alliance. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé ce que ce simple anneau d'or raconte? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà une phrase qui claque, tirée d'une chanson du Club des Losers. Ça met tout de suite les pieds dans le plat. Ça nous dit que cet objet, en apparence si simple, est en fait beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, au-delà de l'amour, qu'est-ce que ça signifie vraiment une alliance? C'est la question qu'on va se poser. On va décortiquer cet objet si familier pour voir tout ce qui se cache derrière, du plus intime, de l'émotion pure, jusqu'au rouage parfois un peu froid de l'administration. Alors, première chose, et c'est super important de commencer par là. Une bague, ce n'est pas un contrat. Il faut vraiment faire la distinction. L'alliance d'un côté, l'acte de mariage de l'autre. Ça parle bien de la même union, oui, mais ce sont deux mondes complètement différents. Et ça se voit très bien ici. L'alliance, c'est le côté personnel, affectif, subjectif, bref, c'est la réalité qu'on vit, qu'on ressent. Et puis de l'autre côté, il y a le contrat de mariage. Et là, on change complètement de registre. Impersonnel, administratif, objectif. C'est la réalité légale, le papier. Pour que l'alliance marche, pour qu'elle ait un sens, il faut y mettre des sentiments, il faut y croire. C'est un vrai symbole. Le contrat, lui, c'est juste un signe, un bout de papier qui prouve un fait. Il n'a besoin que d'une signature et d'un tampon pour être valide, la magie en moins, disons. Ok, donc on a un objet qui devient un symbole. Mais comment ça se passe concrètement? Comment un simple morceau de métal devient-il quelque chose d'aussi chargé de sens? Allez, on va suivre son parcours, c'est assez fascinant. Tout commence en boutique. Là, c'est une simple marchandise avec un prix, une matière. Ensuite vient la sélection, une étape très personnelle. Mais le moment clé, c'est l'étape 3, le rituel. C'est là, pendant la cérémonie, que l'objet est comme chargé de sens. Et hop, à l'étape 4, ce n'est plus un bijou, c'est une alliance. Une promesse à la fois privée et publique. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce sens n'est pas inventé par le couple. Non, c'est la cérémonie, qu'elle soit religieuse ou laïque, qui vient injecter dans l'objet physique toute l'idée abstraite de l'alliance. Le couple ne fait que s'inscrire dans un code social qui existe déjà. Bon, on a vu comment l'objet se charge de sens. Mais ce sens, il est porté par les sentiments, par l'affect. Alors, question, que se passe-t-il quand l'amour s'en va, mais que la bague, elle, reste au doigt? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, et un peu triste parfois. L'amour n'est plus là, mais l'alliance, elle, est toujours là. L'amour devient une sorte de fantôme. Une idée d'une émotion passée qui vient hanter le présent, à chaque regard posé sur sa main. Le symbole personnel, l'alliance, se vide de son sens. Il devient creux. Mais attention, le signe public, le contrat de mariage, lui, reste parfaitement valide. Et là, on a une vraie tension. D'un côté, la réalité intime qui a changé, et de l'autre, la réalité administrative, publique, qui n'a pas bougé d'un iota. Et cette idée d'union, justement, il ne faut pas croire qu'elle est figée dans le marbre. Pas du tout. En fait, ce que l'alliance symbolise a énormément évolué au fil du temps, que ce soit à travers l'histoire, le droit ou même la philosophie. Prenez Schopenhauer, par exemple. Pour lui, notre croyance en l'amour romantique comme un choix personnel, sublime, c'est ce qu'il appelle une fausse conscience. En gros, il nous dit que c'est une illusion, une ruse de notre instinct pour une seule et unique chose, la procréation. L'espèce humaine nous manipulerait pour assurer sa survie. C'est une vision assez radicale, on est d'accord, hein. Et si on regarde l'histoire plus récente, on voit bien cette évolution de l'idée d'union. On part de la tradition chrétienne, le mariage est sacré, hétérosexuel, et son but, c'est la famille. Puis arrive la sécularisation républicaine, le mariage devient un contrat civil. Et le grand tournant, en 2013, avec le mariage pour tous, qui vient casser des siècles de tradition et redéfinir en profondeur ce qu'est un couple aux yeux de la loi. Et cette idée d'union n'a vraiment rien d'universel. Il suffit de regarder ailleurs. Au Canada, les conjoints de fait brouillent la frontière. À Mayotte, la loi républicaine a remplacé la coutume polygame. Ou encore au Japon, où le mariage chrétien à l'américaine est une mode culturelle déconnectée de son sens religieux. Bref, c'est bien une construction qui dépend des lieux et des époques. Maintenant, projetons-nous encore plus loin dans le temps. La vie est passée, les propriétaires ne sont plus là. Que devient l'alliance? Quel est le dernier chapitre de son histoire? Imaginez, on la retrouve dans un musée ou chez un antiquaire. Là, elle est complètement vidée de son sens personnel, de sa fonction légale. Ce n'est plus qu'un objet, un artefact historique, le témoin silencieux de ce que les gens croyaient, de comment ils vivaient à une autre époque. On voit bien ici son parcours de valeur. Chez le bijoutier, sa valeur est marchande. Une fois au doigt, sa valeur devient symbolique. Elle est liée à l'affect, au contrat social. Et enfin,
Dans la vitrine du musée, sa valeur est purement historique. C'est un témoignage. C'est un peu comme un masque tribal qu'on expose dans une vitrine. À l'origine, c'était un objet puissant, vivant, utilisé dans des rituels. Une fois sous verre, il est retiré de son contexte. Son pouvoir est neutralisé. Il passe d'acteur du drame de la vie à simple objet de contemplation. Alors ça amène à une question finale, non? Quels symboles de notre propre époque, qui sont aujourd'hui chargés de nos émotions, de nos croyances les plus fortes, finiront un jour, eux aussi, silencieux, derrière une vitre de musée? Ça laisse songeur.